Notre invité vient de nous rejoindre, vous le connaissez certes. Il parle beaucoup de la balkanisation de la RDC. Monsieur Freddy Moulumba Kabouaï, bonjour. Bonjour cher ami. Vous êtes directeur, on va dire, d'une revue ou d'un magazine de l'Afrique libre qui s'appelle Renaissance, dont on va d'ailleurs découvrir très vite les différentes unes. On a par exemple pour une des éditions de ce journal la victoire du peuple congolais. Nous parlerons de ça tout à l'heure. Il faut parler de l'accord politique issu de l'accord politique issu du dialogue organisé par l'Afrique. Nous serons d'ailleurs là pour parler de l'Afrique contre l'Occident, l'accord politique en RDC, avec sous l'affiche, vous pouvez le voir, Edem Kodjo et de l'autre côté, quelques dirigeants européens. Et puis d'autres, une que nous allons essayer de scruter avec vous, c'est vers une nouvelle transition. Déjà au mois de septembre, votre magazine d'analyse avait déjà vu s'est profilé une transition en République démocratique du Congo. Et vous restez fidèle à vos principes, non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. On va essayer de tourner autour de tout ça. Alors, quand on regarde rapidement la une de votre tout dernier magazine, Accord politique en RDC, l'Afrique contre l'Occident. Je ne comprends pas. Pourquoi l'Afrique va être contre l'Occident pour un accord politique en RDC? Je pense que pour ceux qui ont suivi de plus près les événements, ils vont se rendre compte que c'est pour la toute première fois que la crise politique congolaise trouve une solution grâce aux Africains. Donc c'était M. Denis Kodjo. M. Denis Kodjo qui a été mandaté, délégué par l'Union africaine comme conciliateur, comme on parle, il y a beaucoup de termes. Il a fait son travail jusqu'au bout avec le soutien des Nations Unies et de l'Union africaine. Mais déjà qu'on ne voulait pas de Dem Kodjo, il faut oui, le dire. Tu comprends pourquoi? On ne voulait pas de Dem Kodjo, on voulait un facilitateur qui soit recommandé par l'Organisation des Nations Unies. Mais, donc, je pense que tout a été fait. Parce qu'ils ont posé la question, la condition. D'abord, on ne voulait pas du dialogue du président. Le dialogue du président Kabila, on ne va pas. Il faut maintenant un réconciliateur, qu'on peut dire. Et on a trouvé Denis Kodjo avec l'accord de l'Union africaine et des Nations Unies. Il est arrivé, mais on conteste. Après ça, on dit ok, quand vous contestez, on va mettre au moins quatre organisations, l'Union africaine, vous avez les Nations Unies, vous avez l'OIF, je pense avec l'Union européenne. Ils doivent travailler ensemble avec Denis Kodjo. Ils ont travaillé. Les gens n'étaient pas encore satisfaits. On est parvenu à voter une résolution 2277 par les Nations Unies. Donc la question internationale était résolue. Mais curieusement, du côté d'une frange de l'opposition, c'était pas d'accord, ils n'étaient pas d'accord. Il fallait encore trouver un autre négociateur. Je pense que c'est là où on a senti les enjeux. Parce que ce qu'on appelle rassemblement de forces qui acquis le changement, c'est constitué à Bruxelles. Il ne faut jamais l'oublier. Et après leur organisation, de leur à Gerval, ils sont partis déposer les documents chez le vice-premier ministre belge des Affaires étrangères. Donc ce sont nos problèmes internes, on les fait de l'autre côté. Donc ça doit quand même attirer l'attention des Congolais qui sont encore restés lucides. Ça signifie quoi? Le processus politique est en train d'échapper aux milieux internationaux. Et que les Africains se sont accaparés du dossier. Je pense qu'on a tiré les leçons du décès de Muammar Kadhafi, l'assassinat de Muammar Kadhafi. Auparavant, on disait qu'il faudrait que Kadhafi parle avec l'opposition, négocie, et puis on a voté une résolution. On est parti assassiner Kadhafi chez lui. Aujourd'hui, la Libye n'existe pas. Le pétrole libyen est pillé et volé. L'argent libyen n'existe plus, ça a été détourné par ceux qui donnent des leçons de démocratie et de bonne gouvernance. La Libye est devenue dans un chaos total. Je pense que les Africains ont tiré les leçons en disant, cette fois-ci, on ne laissera plus. On ne laissera plus les Occidentaux, de manière générale, d'avoir le contrôle sur le processus politique au Congo. C'est ainsi qu'à Luanda, ça a été très clair. Le président Dos Santos a dit très clairement aux Congolais, c'est un accord
on peut avancer. Mieux vaut cet accord qu'avoir un chaos. Le président de Déby était sur place. Tout le monde était sur place. Mais curieusement, malgré tout ce qui s'est passé, vous voyez encore des communiqués en disant non, il faut renégocier. Il faut encore un autre dialogue. Mais le dialogue a eu lieu. Je pense qu'il faut que... Non, on exige ou on demande plutôt un autre dialogue parce qu'on aimerait que les autres du rassemblement qui n'étaient pas là puissent, comme on le dit, pour plus d'inclusivité. Voilà, je crois que c'est le terme qu'on utilise. Pour plus d'inclusivité. Non, je pense que la difficulté ici est qu'on n'a pas de mémoire. Hein, on n'a pas l'essence de l'histoire. Ce qui se passe aujourd'hui, ça s'est passé du temps de Mobutu. Prenez la transition pendant 7 ans de Mobutu et Tshisekedi. Donc, il y avait les forces, donc la majorité présidentielle avec ce qu'on appelait l'histoire alliée, hein, radicale, position radicale. Les choses sont bloquées pendant 7 ans. Ça a débouché sur quoi? Sur la guerre. Ni Mobutu, ni Tshisekedi. Donc cela veut dire qu'il est arrivé. Donc je pense que ce passé peut nous aider à tirer des leçons. Parce qu'un peuple qui n'a pas, connaît pas son histoire, c'est un peuple qui à tout moment est toujours, commet toujours les mêmes bêtises, les mêmes erreurs. Oui. Donc en tirant les leçons de ce passé, je pense qu'on peut éviter que ça puisse nous arriver. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec beaucoup d'Africains qui ont le sens de l'histoire, les hommes politiques qui ont le sens de combat, qui sont lucides, ils ont compris, on arrête. Et puis ce qui se passe aujourd'hui, ce que je dis à Kinshasa, en Afrique, on n'a pas cette culture de comprendre les événements géopolitiques internationaux, de comprendre la géopolitique et la géoéconomie. Le monde est en train de basculer. Donc, il y a l'Amérique qui était seule, donc les puissances occidentales qui dirigeaient le monde. 5 siècles après, il y a d'autres puissances qui émergent. Oui. Donc, le monde est en train de basculer. Donc, c'est aux Africains aujourd'hui d'être conscients, de se préparer, de savoir que cette période pourra durer jusqu'en 2030. Donc ceux qui disent démocratie, alternance, ils n'ont qu'à voir en Libye. D'ailleurs, on va parler de ça tout à l'heure. Alternance, démocratie, la victoire du peuple congolais par rapport à l'accord issu du dialogue. Évidemment, nous parlons d'actualité avec l'ombre de Donald Trump qui passe presque partout. Donald Trump, président des États-Unis. Le retour au protectionnisme, ça c'est à lire dans votre magazine. Notre invité du jour est Freddy Mulumba Kabouayi, directeur du magazine de l'Afrique libre Renaissance, que nous recevons aujourd'hui pour parler d'un certain nombre de choses, notamment de ce magazine. Vous voyez par exemple ici une transition politique en RDC, des leçons pour l'avenir. Nous en parlerons tout à l'heure. L'Afrique contre l'Occident, l'accord politique en République démocratique du Congo. On évoque également la victoire du peuple à travers l'accord pour les élections apaisées en République démocratique du Congo. Alors, on s'est séparés sur les intérêts des uns et des autres. On a parlé de l'Afrique qui est contre l'Occident, notamment avec son envoyé spécial venu pour l'accord, pour essayer de permettre aux Congolais de dialoguer. Mais on s'est retrouvé face à deux camps. Des Congolais qui voulaient dialoguer avec les facilitateurs africains envoyés pour ce dialogue, et d'autres qui voulaient que l'on puisse faire venir quelqu'un de neutre, parce qu'on estimait que Kodjo n'était pas neutre. Enfin, on s'est retrouvé finalement sur un accord. On a désigné le Premier ministre selon l'accord du camp Tchatchi. Et puis, brutalement, il y en a qui pensent que le dialogue n'étant pas largement inclusif, il faut refaire un autre dialogue. Sinon, au 19 décembre, comme on le sait, on a tous peur, le 19 décembre, on ne s'en sortira pas, c'est le chaos. Non, je pense qu'on est en train de préparer les chaos à travers certains médias qui émettent en RDC. Je pense que notre peuple, après 20 ans de crise, de souffrance, aspire à la paix. Mais le drame, c'est l'élite politique qui porte les masques. Quand je porte le masque, ça signifie quoi? Ils portent les intérêts étrangers. C'est comme ça que vous voyez un peu qu'il y a une impasse. Parce que si tout le monde était d'accord sur l'essentiel, que notre peuple doit bien vivre, nous devons protéger notre pays,
on n'a pas intérêt à se chamailler. On dit, on se retrouve, on partage les pouvoirs pour le bien de notre peuple, pour la paix. Mais ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui disent, non, le 20, c'est le chaos. Mais ça, pas après le chaos, c'est un saut dans le vide, dans un trou noir. Qu'est-ce qui va nous arriver? Cela, j'ai dit, les porteurs de masques, les masques doivent tomber. Je pense que le temps nous aidera à ces convois qui travaillent pour le Congo et pour l'Afrique, qui ne travaillent pas pour l'Afrique et pour le Congo. Ils ont refusé Kodjo parce que Kodjo est africain, c'est un grand panafricaniste. D'ailleurs, son discours d'ouverture, il a cité, il a repris les paroles de Lumumba, dans sa lettre que Lumumba avait écrite à sa femme, aux Congolais. Kodjo, c'est un panafricaniste, il n'a pas intérêt à trahir le Congo, à trahir l'Afrique. Mais comme Kodjo n'est pas contrôlé par des puissances internationales occidentales, ça pose problème. D'où, avec des gens qui sont sur place ici, on est en train de on pensait les disqualifier, mais c'est un homme qui a l'expérience, hein, sait comment négocier, comment arranger les choses. Mais dans tout ça, qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il faut aller au-delà. Vous savez, le Congo a été créé en 1885, en tant qu'État indépendant du Congo, avec 14 puissances dans le monde, dans les temps occidentaux, et puis avec les Turcs, la conférence de Berlin. Oui. Aujourd'hui, il y a encore en Europe, en Occident, ceux qui pensent que le Congo leur appartient. Nos terres, nos richesses, ça leur appartient. Nous, le Congo, les Congolais, on ne vaut rien. C'est comme ça, ils nous regardent avec un peu de mépris, en donneur de leçons. Et ceux qui donnent des leçons, ce sont des jeunes gens. Ils parlent des gens sans... non, non, vous devez faire ça. Vous devez faire ça. C'est parce que sur place, ils trouvent des gens qui sont complices, qui aiment ce discours-là. Nous sommes le seul pays. Le seul pays. Quand il y a un problème, on fait appel à l'étranger. C'est nous qui allons chercher les étrangers. À Brazzaville, il y avait des problèmes. Est-ce que vous avez entendu que vous êtes arrivé là-bas? La communauté internationale entre guillemets. Les Kenyans ont connu beaucoup de problèmes. Est-ce que vous avez entendu que la grande était là? Chez nous, nous-mêmes, nous partons. Donc, nous avons une élite aliénée. C'est l'école occidentale qui a tué notre élite. On estime que tout le pouvoir viendra de l'extérieur. Or, l'Occident est en faillite. La crise qui arrive là, ça va balayer tout le monde. Ils ont des problèmes eux-mêmes et ils cherchent à les résoudre. À résoudre, mais comme c'est ça que je dis, il faut étudier le capitalisme. Quand le capitalisme entre en crise, pour comment dirais-je, pour renaître, elle doit faire l'expansion à travers des guerres, des conquêtes et des pillages. Et cela, ça s'est passé dans l'histoire de l'Afrique. C'est comme je dis, il faut tirer les leçons du passé. L'histoire est très importante. Nous avons connu l'esclavage et la traite négrière. Qu'est-ce que c'est la base? Parce qu'il y avait la révolution commerciale du capitalisme en Europe. On est venu, on nous a vendu, c'est la présence des Noirs américains. Ils sont partis en Amérique, on a vendu, les Américains ont travaillé les Noirs américains ont travaillé dans les plantations, qui ont enrichi beaucoup plus de militarisation d'aujourd'hui. Deuxième, ça c'est la première révolution, la révolution commerciale du capitalisme. Deuxième révolution, la révolution industrielle. On est venu nous recoloniser ici. Maintenant, il y a la troisième révolution du numérique. Je pense que le peuple qui ne seront pas organisés vont payer cher. Parce que maintenant, ce n'est plus les États, ce n'est pas des puissances, ce sont des multinationales qui n'ont pas d'état d'âme. Voilà pourquoi nous devons préparer notre jeunesse. La question du Congo doit être résolue sur le plan africain. Voilà pourquoi j'ai dit l'Afrique contre l'Occident. Les Africains ont tiré des leçons du passé. Ce qui s'est passé en Libye ne peut pas se passer ici. C'est fini. Et pour cela, il faut que des gens qui portent des projets, qui portent des rêves. Parce que dans ce monde en pleine imitation, si l'Afrique est divisée, hein, vous avez des petits pays de 300 000, 400 000, mais il suffit que des bandits fassent la guerre et demain matin, vous n'avez pas de régime. Mais si nous sommes puissants, des milliards de gens, avec une forte armée africaine, avec une monnaie unique, avec des hommes, je ne pense pas que n'importe qui viendra nous faire la guerre ici. On va nous respecter. Donc, nous devons construire, je peux dire, un peu une pensée de puissance. Alors, nous nous trouvons devant un fait. On a l'accord issu du dialogue. On va peut-être avoir prochainement un nouveau gouvernement. Mais de l'autre côté, on dit, bon, s'il n'y a pas de dialogue inclusif, largement inclusif, comme ils le disent, les temps jouent un tout petit peu contre nous, contre le Congo, nous allons nous retrouver dans le schéma du régime spécial, parce qu'il faut absolument qu'il y ait alternance, on a dit alternance démocratique en République démocratique du Congo.
Freddy. Vous savez, je viens de vous dire ici, notre drame, on n'est pas attentif de ce qui se passe à l'étranger. Je prends le cas de la Syrie. Avec la Syrie, quand ça a commencé dès le début, on disait Assad, c'est un bandit, il tue son peuple, il y a une opposition qui est sainte et propre, qui veut sauver le peuple. Mais curieusement, on a donné des armes. D'abord, on a recruté des mercenaires à qui on a besoin des armes pour combattre un régime, je dirais un peu pas démocratique, mais un régime légitime, pas de rebelles. L'Occident a pris des armes, a donné à ces gens. Ils ont combattu. Heureusement que Poutine est arrivé, on a arrêté. Là-bas, on ne parle pas ni alternance, ni démocratie. Donc, nous sommes entrés dans un autre processus. Près de 6 ans maintenant. Oui, oui. 6 ans maintenant. On est en train de partager le monde entre les puissances qui émergent et les anciennes puissances. La démocratie, alternance, ce que vous appelez ici droits de l'homme, c'est fini. Donc, les gens réfléchissent avec des pensées intellectuelles de la guerre froide, où l'Amérique trônait seule. C'est terminé. Nous entrons dans un monde qu'on est en train de mettre en place, peut-être jusqu'à 2030, les nouvelles ordres mondiales. Et je demande à beaucoup de Congolais qui lisent un grand penseur, professeur Henry Kissinger. Il vous dit, il demande dans son ouvrage, le nouvel ordre mondial, bien l'ordre mondial, ça c'est publié chez Fayard cette année, mais c'était publié en anglais en 2013. Il dit clairement, il demande à toutes les puissances, celles qui émergent, les puissances émergentes et les anciennes puissances, de négocier pour se partager le monde. Plus question de se faire la guerre. Alors que nous ici, nous disons non, on a besoin de la démocratie, de gouvernement alternance. Et si on ne tire pas les leçons de ce qui se passe par l'international, nous allons subir. Nous faisons l'erreur, il faut retenir, nous faisons l'erreur que les 20, les chaos s'installent, le Congo disparaît. Il faut avoir le courage de dire à notre peuple pour que l'histoire ne vienne pas nous condamner. Qu'on ne fasse pas cette erreur-là. Nous devons faire par tous les moyens. Je dis par tous les moyens pour éviter les chaos. Même ceux qui préparent, il faut arrêter avec ça. C'est l'avenir de nos enfants. L'avenir de l'Afrique se joue aujourd'hui au Congo. Et beaucoup de Congolais ne sont pas conscients. Franck Fanon avait publié un article dans un journal algérien sur l'assassinat de Lumumba. Il dit, ce qui se passe au Congo là, c'est l'avenir de l'Afrique qui est en question. Donc, il faut que les Congolais intègrent cette dimension panafricaine. Que le Congo a une mission, un Congo stable, de permettre aux autres pays africains de toute l'Afrique de se développer. Mais si nous passons beaucoup de discussions dans des questions un peu que je peux appeler secondaires, comme aujourd'hui alternance, alors que sur le plan international, on vous parle de partage du pouvoir, vous parlez d'alternance, nous sommes perdus. Donc, on est informés. On cite ces ouvrages pour que les gens comprennent. Les informations sont sur Internet. Il faut s'informer. Qu'on ne donne pas l'occasion. Je dis qu'on ne donne pas l'occasion à ce que les choses tombent. De toute façon, je pense que le peuple congolais est déjà debout. Il est difficile que l'histoire se répète. Il est difficile. Je sais qu'ils vont tenter, mais ça ne marchera pas. Parce que le peuple est debout. Ne pas accepter, après 5 siècles de domination, après la colonisation, après l'esclavage, la traite négrière, qu'on vienne encore dominer ce pays. Je pense que oui, mais un discours comme ça, c'est fini. Freddy Mulumba, un discours comme ça va tout droit vers ce qu'ils peuvent penser que, bon, Freddy roule maintenant pour, je ne sais pas, que, la majorité, tout ça. On ne veut jamais entendre des citoyens congolais s'exprimer sur des sujets en donnant une opinion autre que ce que pensent ceux qui sont dans l'autre camp, par exemple. Il y a un problème parce que ça fait 6 ans. Je me reçu chez toi ici. J'ai tenu ce discours sur la banalisation. Est-ce que c'était le pouvoir qui m'avait demandé de le dire? Je le parle en tant que citoyen libre. Vous savez, quand on est informé, il faut dire aux autres. Seule l'histoire pourra nous condamner. Est-ce qu'on avait tort ou raison? Mais il faut éviter. Vous taisez, demain les chaos arrivent ou bien on barrage le pays. Tu commences à dire, je savais. Non. Mieux vaut qu'on me juge, que je parle maintenant, qu'on me juge après.
Oui, oui. C'est l'histoire qui va faire son travail. Le Quoi. Congo doit rester debout, donc un peuple doit rester debout, non à la balkanisation, c'est peut-être ce que vous reprenez souvent d'ailleurs dans vos magazines. Alors, on va parler de cette Afrique qui est contre l'Occident maintenant, avec toujours dans votre magazine, les Africains qui se révoltent contre la Cour pénale internationale. On va dire un petit mot quand même. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, ça le problème. On a fait signer des documents aux Africains en les piégeant. Avec votre cours, moi j'ai cours politique, pas cours pénal. Parce que les Américains, ce qu'ils ont fait en Irak, ça méritait peut-être une cour pénale. La Belgique a tenté de faire une aventure, je pense que les Américains leur ont dit arrêtez. Donc cette cour pénale est faite pour les faibles, surtout pour les Africains. Vous avez vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, passé par là. Tu sens que derrière, il y a une manipulation. Ce n'est pas une justice nette. Et le président ivoirien a réagi après en disant qu'il n'y aurait pas d'Ivoiriens qui vont aller à la cour. Mais c'était trop tard, il avait déjà envoyé Gbagbo et Blé Goudé. Quand tu prends l'Afrique du Sud, un pays puissant, quand l'Afrique du Sud décide de quitter la cour, ça signifie qu'il n'y a pas de sérieux. On a mis cette cour pour embêter les Africains. Il faut aller encore plus loin. J'ai vu dernièrement, on a sanctionné 3 généraux, c'était le général Kanyama, le général Numbi, le général Tango Fort. Oui, on va geler les avoirs et tout ça. On va geler les avoirs. Il semble que ça va continuer. Tu vois, on crée la panique. On crée la panique pour diviser le Congo. Et c'est dangereux. Moi, j'ai dit, il ne faut pas avoir peur. Les Américains peuvent parler. C'est leur problème, c'est leur droit, on ne peut pas les interdire. Mais c'est notre pays. Les Américains l'ont fait sur Poutine. Il y a eu un temps, on a demandé aux gens, donc, à l'entourage de Poutine a été sanctionné aussi par les Américains. Est-ce que Poutine en a fait un problème? Pourquoi chez nous on a fait un problème? C'est parce que ça crée la panique. C'est fait à dessein. Parce que les gens qu'on frappe là sont des gens sûrs pour qu'ils apprennent dans l'entourage du chef. C'est l'avantage de ceux qui parlent, et puis nos médias aussi. Nous devons faire un effort. Quand il y a de telles informations, il faut analyser qu'est-ce qui se cache derrière. Quels sont les véritables enjeux? Je pense que le professeur Mampouille vient de publier un ouvrage sur ça pour démontrer sur le plan juridique, droit international. En tout cas, les Américains se sont trompés, ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils ont violé les droits internationaux. Oui. Mais malheureusement, à Kinshasa, les gens sont contents, les autres vont venir. Mais est-ce que, s'ils les font, c'est pour nos intérêts? C'est ce que je trouve qu'on est tellement aliénés. Toute action étrangère sur le Congo, c'est pour les intérêts de cet État-là. Pas pour notre intérêt, pas pour notre liberté. Un exemple. La guerre à l'Est a fait 6 millions de morts. Oui. 40 000 femmes violées. 2 700 000 déplacés internes. On connaît les sociétés qui ont financé cette guerre. Est-ce que vous avez entendu un procès? Mais c'est qui donnent les leçons de démocratie, de bonne gouvernance et de droits de l'homme. Est-ce qu'il y a un procès? Rien du tout. Donc il y a des choses, quand on est congolais, il faut prendre un peu du recul et analyser, voir les enjeux et mettre l'information sur la place pour que notre peuple comprenne les véritables enjeux. Non? Ah, c'est bon, vous allez voir prochainement. Non. Les Américains peuvent faire ce qu'ils veulent, ils sont libres. Ils sont indépendants. Mais s'ils trouvent une résistance interne et non, ce n'est pas une résistance, une conscience. Voilà. Ça signifie une conscience. Le problème est que le peuple congolais n'a pas encore atteint un degré de conscience, d'être autonome. Je te prends l'exemple de l'Angola. En Angola, on ne badine pas. Parce que ce peuple-là, sur le plan idéologique, c'est un peuple debout. D'abord, ils sont battus pour leur indépendance, leur liberté. On ne joue pas avec ça là-bas. On ne joue pas là-bas. Mais chez nous, les gens crient le matin, on passe à la télévision, le 20 c'est le chaos. Est-ce qu'ils savent ce qui se passe derrière? Il y a l'irresponsabilité et des hommes politiques, l'irresponsabilité des médias. Parce que sans les médias, là, on ne saura pas que ces choses existent. Les chaos leur profitent. Non, oui, mais les chaos vont profiter aux autres. D'ailleurs, j'ai dit, les gens, on part très loin. Vous voyez les sud du Soudan et le Soudan. Oui. C'était les Arabes contre les Noirs, les musulmans contre les chrétiens animistes. On a coupé le Soudan en deux. Mais vous voyez, les deux Noirs s'entretuent. Qui vend des armes? Maintenant, on n'en parle plus. Et quand on pose la question, vous savez, c'est une guerre ethnique.
Alors que c'est eux qui sont à la base, ce qui passe au Soudan. Aujourd'hui, il faut relever quelque chose d'important que beaucoup de Congolais et Africains ignorent. L'économie occidentale est construite sur base d'armement, d'industrie d'armement. Donc, s'il n'y a pas de guerre, l'industrie ne tourne pas. Pour eux, les armes sont des marchandises comme toute autre arme. On exporte. Donc, quand il y a des guerres, eux font des business, vous pleurez. Donc, quand vous avez des gens lucides, vous devez éviter de donner l'occasion à ces personnes de venir vendre leurs armes, vous entretuer. Regardez l'Asie. L'Asie Pacifique. Dernièrement, un conflit entre les Américains et les Chinois pour le contrôle de la mer de Chine. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez les Philippines, il y a un nouveau président à qui on proposait des armes pour s'opposer à la Chine. Les Philippins disent non, nous on a besoin du développement, on a besoin de la paix. La Chine donne l'argent. L'Amérique propose des armes, la Chine propose de l'argent. Donc deux modèles différents. Mais comme du côté asiatique, ils ont connu beaucoup de guerres. D'abord, l'occupation japonaise, la guerre du Vietnam, la guerre de Corée. Ils ne veulent pas que l'histoire se répète. Ils ont refusé. Je pense que les jours où les Africains tireront les leçons de l'esclavage, de la traite négrière, des guerres de colonisation, je pense qu'on y éviterait à ce qu'on donne encore l'occasion à ces vendeurs d'armes de venir vendre des armes pour nous entretuer. De toute façon, quand vous pleurez, ils sont contents parce que ça fait de l'argent. Donc c'est à nous de prendre conscience, c'est notre Afrique, c'est notre pays, nous devons nous battre et préparer nos enfants. Quand vous êtes calme, ils ne vendent pas? Non, ils ne vendent pas. Ils vont vendre des armes parce qu'il y a des armes qui sont dépassées. Donc ils ne gagnent rien. Donc il faut qu'il y ait des guerres. Ils ont intérêt à chercher à vous perturber. À vous déstabiliser. C'est là où j'ai dit à notre classe politique de s'intéresser à la géopolitique mondiale, de s'intéresser aux mutations économiques et politiques et militaires sur le plan international. Jacques Attali, qui vient de publier un ouvrage, Vivement après-demain, 15 ans pour sortir de l'impasse. Jacques Attali, il dit, si rien n'est pas trouvé aujourd'hui, donc de 15 ans qui restent, 2030, c'est une catastrophe. Il y aura une guerre généralisée, personne ne sortira gagnant. Au moins chez eux, ils le disent. Est-ce que nous, ici, nous prenons conscience comment nous préparer pour nous éviter le pire? Que dire alternance, bonne gouvernance, le 20 c'est demain et le 20 c'est les chaos. C'est de l'inconscience. Quand vous avez de telles élites, il faut leur dire pour éviter que l'histoire nous condamne. Il faut dire nous sommes en danger tous. C'est toute l'Afrique n'existe pas comme masse géostratégique. Dans toutes les analyses des grands penseurs, des grands stratèges, l'Afrique n'existe pas. On vous parle de l'Amérique du Sud, l'Europe, l'Asie, peut-être l'Océanie, mais l'Afrique n'existe pas. L'Afrique, c'est la banlieue de puissance, où les gens, les grands vont se battre par procuration. Et pour leurs intérêts. Pour les intérêts. Alors, Donald Trump, on va parler de ce dossier également qu'on peut trouver dans votre magazine pour l'édition novembre-décembre. Vous dites Donald Trump à la Maison-Blanche, l'heure d'honneur des leçons est-elle révolue? Est-ce que, bon, on attendait beaucoup, dans l'opinion, on attendait Hillary. Du coup, c'est Trump qui arrive, et puis quand il arrive, ça bouleverse pratiquement tous les calculs de certaines personnes. Je pense que ça connaît très mal l'Amérique. Les Américains ont une capacité d'analyse, donc il y a trop de centres de recherche, de think tanks et des universités de travail pour l'Amérique et pour l'avenir. Je pense que ceux qui étaient informés savaient. Il y a même des ouvrages que Trump passerait. Pourquoi? Avec la fin de la guerre froide, il a fallu avoir un Obama. Obama, on parle d'un président de transition. On quitte d'un État qui était le seul, après la guerre froide, qui gérait le monde entier, qui avait des bases partout, vers un État qui deviendra comme les autres, qui va se partager le monde avec les puissances émergentes. C'est la transition qu'Obama a fait pendant les 2 mandats. L'arrivée de Trump vient avec une mission pour que l'Amérique partage au partage du monde, le nouvel ordre mondial qui se met en place déjà. Et pour beaucoup d'Américains, ils se sont rendus compte que les guerres, d'abord, ils ont échoué en Afghanistan, des guerres inutiles. Ils ont échoué en Irak,
Donc l'Amérique n'a jamais gagné une guerre. Ils disent non, ça ne sert à rien au Vietnam et autres. Il faut se replier sur soi-même, ne pas s'insérer dans les affaires des autres. Donc le monde de demain sera le monde qui sera beaucoup basé sur la compétition économique, pas sur l'affrontement. C'est ce qui justifie son slogan, American First. Oui, c'est d'abord l'Amérique. Donc il faut que l'Amérique devienne... Donc, les Américains vivent correctement parce que quand vous partez en Amérique aujourd'hui, vous avez une misère incommensurable. D'abord chez les petits blancs. On ne peut pas l'imaginer. Hein. Non, mais vous entendez parler, il y en a qui disent, oh, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter là? Mon cher, allez à New Orleans. Vous verrez qu'il y a des cases, pas des cases, des petites maisonnettes. Moi j'y étais. Des petites maisonnettes où les Noirs sont. Parce qu'on ne peut pas des Noirs américains, ce sont des anciens esclaves qui viennent de l'ancien empire Congo, Rome Congo. C'est comme chez nous au village. Quelle misère! Alors qu'on vient vous donner des leçons ici de développement. On va aller en Amérique. Je pense que Trump, c'est quelqu'un peut-être qui reflète l'Amérique profonde face à l'Amérique qui est à Washington, qui projette comment il faut dominer le monde. Trump veut répondre aux attentes du peuple américain qu'ils vivent mieux. D'abord. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de guerre, il y aura des guerres. Mais des guerres qui vont profiter à l'Amérique, pas faire des guerres comme on a fait en Afghanistan. Aux intérêts américains. Oui, intérêts américains. Mais peut-être nous partons vers un monde plus ou moins stable. Maintenant, c'est aux Africains d'étudier ces mutations, de savoir tracer notre propre voie. Ça demande des analyses sans parti pris, des réflexions, mais surtout des débats dans les médias pour former notre opinion. Nos médias sont dans les mains des politiciens qui cherchent le pouvoir à tout prix. Ils sont capables d'utiliser n'importe quoi pour y accéder. Ils ne sont pas là pour éclairer notre peuple. Donc il faut que les journalistes fassent un effort pour chercher des gens, des spécialistes en matière qui peuvent expliquer la situation. Mais quand vous prenez nos médias, il n'y a que des politiciens, des slogans. Les politiciens ne peuvent pas construire un État. Les politiciens appliquent ce que les penseurs, les philosophes ont fait. Ils mettent en pratique parce que c'est un nombre d'action. Donc si vous n'avez pas de pensée, vous n'avez pas de penseurs, c'est comme ça que vous avez des gens du Fonds monétaire, Banque mondiale, qui viennent nous embrouiller ici. Oh, développement, bonne gouvernance. Maintenant, vous parlez de qu'on appelle ça, de croissance inclusive. Donc, on nous embrouille. À deux chiffres. À deux chiffres, tout ça. Donc, il faudrait qu'on réfléchisse. Notre pays, notre Afrique. Donc, c'est à nous de faire un travail, d'expliquer aux gens. Mais il faut préparer les enfants pour demain. Parce que, regardez, l'école est feuillée par terre aujourd'hui. Les cours d'histoire, de géographie, les enfants n'étudient plus. On n'étudie pas ça. Mais les autres, par exemple, les mondes asiatiques, en Chine, par exemple, le cours d'histoire est imposé. Une matière importante. Parce que quand quelqu'un n'a pas son histoire dans la tête, il n'est pas debout. Aujourd'hui, tu vois un enfant qui dit oh, moi, je vais ressembler à Kennedy. C'est vrai. Mais Kennedy a réussi par rapport à l'histoire américaine. Kennedy est américain, il n'est pas congolais. Mais nous avons nos héros. Nous avons nos repères. À partir de Kim Pavito. Le problème, Freddy, il faut le dire, le problème des Congolais, c'est qu'on ne reconnaît jamais les prophètes congolais. On ne reconnaît jamais les fils, dignes fils de ce pays. C'est comme si nous sommes un pays où il n'y avait pas de repères du tout. C'est compliqué, Freddy. C'est pour ça que les gens préfèrent se référer. Et d'ailleurs, vous avez parlé des médias tout à l'heure. Il y en a qui vont vous dire, moi, les télévisions congolaises, là, je ne les regarde pas. Moi, je ne regarde pas ça. Je regarde les étrangers. Il estime que, bon, non, il y a des éléments, certes. Je pense que... Mais cela ne veut pas dire que tout est mauvais sur les médias congolais. Non, je pense que le problème ici, c'est au niveau de l'école. L'école telle qu'elle est, c'est le modèle hérité de la colonisation. L'école coloniale qui forme, ou bien qui formait, ou bien qui forme des gens pour servir les intérêts étrangers. Pas pour servir le peuple, pas pour servir l'Afrique, pas pour servir le Congo. Et dans cette école, jusqu'à aujourd'hui, on n'étudie pas l'histoire. Allez demander aux enfants quels sont les gens que vous connaissez qui ont marqué l'histoire du Congo et de l'Afrique. Il n'y en a pas.
Quand on va te parler de Kimbangu, on dit non, c'est un homme, un illuminé. Oui, oui. Quand on veut parler de Kimpavita, illuminé. Lumumba. Quand on parle de Lumumba, illuminé. Quand on parle de musée, non, il y a toutes ces connotations négatives qui font ce que les enfants ne peuvent pas, de toute façon, il n'y en a pas à l'école, ne peuvent pas retenir ça. C'est comme ça qu'ils se réfèrent ailleurs. Mais si, dès le bas âge, l'enfant apprend que Kimpavita a été brûlée vivante. Pour quelle raison? Parce qu'il a dit non à la domination occidentale. Lumumba, Kimbangu, 30 ans de prison, les plus blancs prisonniers du monde. On n'en parle pas dans les médias. Il est mort. Pourquoi? Parce qu'il fallait que le Congo soit debout. Vous prenez Lumumba, on l'a tué, on l'a coupé en morceaux, on a mis la race sulfurique. Pourquoi? Il est mort pour que le Congo soit debout. Mzee Kabila, Moulele, il y a d'autres, Moussiri, vous avez Moulumenyama, vous avez toute une histoire de résistants. Quand l'enfant a une telle histoire, dès qu'il est attaqué, automatiquement, il se réfère à ça. Mon grand-père, à l'école, j'ai étudié, qui avait un tel héros, qui avait résisté, et l'enfant résiste. Mais quand l'enfant n'a pas ça, c'est comme ça qu'on est facile. N'importe qui peut venir vous dire, oh, l'histoire là, à écarter. Non, laissez l'histoire là, vous prenez votre temps. Maintenant, c'est le développement. Vos histoires du Congo là. Or, chez eux, moi je ne suis même pas ça. L'histoire est apprise à l'école. C'est pour laquelle j'ai dit, quand vous partez là où, je dirais un peu des ministères stratégiques, culture, éducation, et puis enseignement supérieur, vous verrez que la présence des étrangers, c'est pour nous embrouiller. Quand vous voulez réécrire l'histoire du Congo, dit non, non, ça ne sert à rien. On bloque. Il faut faire par tous les moyens pour réécrire notre propre histoire qu'on doit donner à nos enfants. Comme ça, l'Afrique qui va se construire, ça sera une Afrique, un Congo, des gens conscients qui savent où ils partent. Déjà qu'ils gardent tout notre patrimoine chez eux. Je suis content que les Coréens... Quand on va dans les musées là-bas... Les Coréens sont en train de construire un musée. J'espère que ça va terminer rapidement et qu'on puisse remettre, que nos enfants passent de temps en temps pour voir ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils vont tout remettre? Bon, c'est un dossier. Vous savez, c'est un dossier à suivre. Non, non, tout est question... Je pense que nous, on est naïfs. Tout est question de rapport de force. On ne laissera pas tranquille. Hein. Il faut apprendre à se battre à tout prix. Un combat, d'abord intellectuel, il faut penser, refuser la pensée occidentale, produire notre propre pensée. Un combat économique, il faut que nous ayons nos propres hommes d'affaires. Ce n'est pas normal, vous privatisez, ce sont les étrangers qui viennent prendre. Oh non, c'est sa bonne gouvernance. Non, ça ne se fait nulle part quand l'économie est dans les mains des étrangers. Demain matin, on peut vous occuper. C'est anormal. Il faut que les Congolais aient des moyens. Parce qu'ils sont là pour défendre le Congo et non pour aller à l'extérieur. Mais il faut favoriser ces riches Congolais. Il faut favoriser les riches Congolais, il faut les aider à avoir des moyens. Le troisième élément, c'est d'avoir une armée. Moi, quelquefois, je ne suis pas d'accord avec les discours sur la paix. On ne peut pas accepter une paix d'esclaves. Il faut nous apprendre à nous battre à tout moment. Pourquoi? Nous sommes trop riches. Si nous ne sommes pas forts sur le plan militaire, n'importe qui peut venir faire des aventures. Mais quand on a une forte armée, et vous avez des hommes éclairés qui comprennent, on ne saura pas nous occuper. Parce que nous sommes dans un monde instable, un monde très violent. Les gens-là n'ont pas d'état d'âme. C'est à nous de nous préparer pour nous battre. Et je comprends un peu, parce que quand on vous raconte l'histoire de Mzee, Lumumba, Moulele, Kimpavita, Kimbangu, ce sont des gens qui sont morts dans des conditions atroces. Et le peuple congolais est traumatisé. Il dit, si tu fais comme ça, tu seras comme Mzee. Si tu fais comme ça, tu seras comme Lumumba. Si tu fais comme ça, tu seras comme Kimbangu. Et les gens ont eu peur. Donc il faut vite reconstruire, de construire ce qu'ils nous ont mis dans la tête, reconstruire notre discours de combat. Mais il ne faut pas céder à la peur. Non, ne cédez plus à la peur. Il ne faut pas céder à la peur. Il faut refuser toute domination. Ça, c'est le discours à parler à nos enfants. Que le Congo, tout comme l'Afrique, personne ne peut venir ici nous dire, vous devez faire ça. Refusez d'abord. Et dire aux gens, s'il y a des problèmes chez nous, nous réglons entre nous. Et dans l'histoire, vous verrez que quand un étranger entre dans vos problèmes, ce n'est pas pour vous réconcilier, c'est pour vous diviser. Mais malheureusement, on n'a tiré aucune leçon d'histoire. Voilà. Merci beaucoup Freddy Mulumba. Je rappelle que vous êtes directeur du magazine de l'Afrique libre, Un peuple debout.
non à la balkanisation. On a lu ça dans votre magazine. Henri, vous allez peut-être nous présenter la une, voilà, du mois de novembre et décembre. Alors, dites-nous tout sur Renaissance maintenant. Revenons quand même à ces magazines. On a tourné autour de ça. Le projet est arrivé quand dirigé par vous ici, localement, mais regroupant un certain nombre de journalistes du continent. Ok, il faut dire que chaque fois, quand on voyageait, beaucoup voyageait, il y avait un ami camerounais. Quand on s'est retrouvés, surtout en Chine, je voyais que les Africains étaient éparpillés. Donc, on passait tout le temps à discuter des futilités. Comme Elia Gère, comme moi, on discutait sur l'Afrique à tout moment. J'ai dit, mais il faudrait quand même qu'on fasse quelque chose. C'est ainsi qu'on s'est rencontrés à Abidjan. On a dit qu'on mette la Renaissance en place. Il y a de Camerounais, des Ivoiriens, vous avez des Tchadiens, des Congolais et d'autres qui sont en Europe. Nous voulons qu'on ait un magazine ou bien un journal où nous parlons que de l'Afrique, que pour l'Afrique et pour les élites africaines, pour un discours africain. Vous verrez, les premiers éditos ont été signés par Kamana sur les temps de la Renaissance. Le deuxième édito a été signé par le professeur Théophile Obenga, un grand panafricaniste, sur les médias africains et la Renaissance africaine. Donc nos éditos sont africains. Hein, ce n'est pas congolais, mais comme je dirais le Congo, c'est le cœur de l'Afrique. Oui. Hein, il faudrait que le Congo ait une importance. Si le Congo est stable aujourd'hui, je pense que tous les pays africains seront stables et l'Afrique va se développer. Ça prendra du temps, mais il faut déjà poser les jalons. Ceux qui viendront après nous vont continuer. Donc c'est ça un peu la Renaissance, il n'y a pas de miracle. D'accord. Oui, mais ce qui me frappe, c'est quand les gens disent, mais la qualité, qui donne l'argent, qui est derrière. Qui est derrière. C'est ça la question. Moi, je pense que le problème, ce n'est pas qui donne l'argent. Le problème, c'est que le contenu est bon ou bien mauvais. Tu vois, ça, le problème chez nous à Kinshasa, on fait des débats sur des choses, des accessoires. Or, le discours est panafricain, il n'est pas congolais. Donc nous réalisons tout au problème congolais. Et on comprend, on a passé 20 ans de crise, on connaît des échecs. Quand on fait quelque chose de bon, ça crée un peu... ça devient comme un exploit. Alors que c'est normal. C'est normal qu'il y ait quand même un journal bien présenté, avec des Congolais qui pensent les choses autrement, mais c'est pour le bien du pays. Et bien l'Afrique, bien entendu, parce qu'on ne l'a pas fait forcément pour le Congo. Mais malheureusement, c'est ce qui est normal aussi, hein, que les gens ont la liberté de parler, mais nous continuons à travailler. Ça ne doit pas vous arrêter. Non, nous continuons à travailler pour que l'Afrique... Et si localement, vous avez un bureau, on peut vous contacter? Oui, j'ai un bureau, donc l'adresse est toujours dans le magazine. Oui. Donc la rédaction est à Abidjan, et la direction de publication à Kinshasa. D'accord. Pour garder notre caractère panafricain. D'accord. Vous pouvez, si vous voulez, envoyer un mail à kabwayi@gmail.com si vous voulez de plus amples informations. Oui. Il y a... Oui, j'ai vu Renaissance RDC.afrique. Non, ça c'est le site. Non, ça c'est le site. Le site internet, voilà. Magazine renaissance@gmail.com. Voilà, ça c'est le mail si vous voulez envoyer un commentaire à toute la rédaction de Renaissance. On vous encourage, Freddy, continuez à faire le travail de sensibilisation. Évidemment, comme vous le dites, nous ne devons pas nous subir les événements. Plutôt, nous devons participer et permettre à ces événements et à l'histoire d'être racontée à tout le monde et à nos enfants, bien évidemment. On vous souhaite une bonne journée. Merci d'être venu partager cette matinée avec nous. On va vous dire merci. Vous dire merci. On n'a pas vu le temps passer. C'était tellement bien qu'on a envie de rester encore un peu. Mais nous vous remercions pour votre fidélité tout en vous souhaitant un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour notre numéro de Digital Café. L'émission continue sur les réseaux sociaux. Vous pouvez échanger, faire des propositions, de remarques, de suggestions. Nous serons toujours prêts à répondre à quelques questions. Allez, portez-vous bien. Bon week-end à tous et à lundi. Forse non